Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres de cette édition. 18, c'est le nombre d'organisations d'opérateurs économiques qui demandent la tenue avant 2017 des élections des chambres consulaires du Sénégal. À Saint-Louis, Hassan Seck réplique à ses adversaires et à Ziguinchor. Les opérateurs économiques perdent patience et refusent un troisième report du scrutin. 20 ans de travaux forcés, l'ancien policier Sidi Mohamed Bougaleb est reconnu coupable du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. Alors que le procureur avait requis une peine de 5 ans, le juge de la chambre criminelle a multiplié par 4 la peine de l'accusé. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants se disent satisfaits. Libération de Karim Ouad pour des analystes politiques. L'épreuve du feu, ce sera en 2017 avec les élections législatives. L'ancien détenu de Rebeuss devra d'ici là fédérer son parti, séduire l'opposition et le peuple sénégalais. Célébration ce samedi de la journée internationale des gens de mer. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime invite la jeunesse à davantage se tourner vers les milieux de la mer. Il est également revenu sur le non-renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Le Brexit voté par les Britanniques jeudi dernier, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, quelles circonstances pour le sport au niveau mondial? Pour une centaine de joueurs européens qui évoluent en première ligue, la situation est incertaine. Parmi ces joueurs, de nombreux footballeurs africains et sénégalais. Voilà pour les titres. Tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. L'organisation des élections des chambres consulaires du Sénégal avant la fin de l'année 2016, c'est ce que réclament 18 organisations d'opérateurs économiques. Des élections qui, selon les membres de ces organisations, doivent avoir lieu avant l'application des réformes annoncées par le gouvernement. Plus de détails avec Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Reporter les élections consulaires, il n'en est pas question pour cette année. Pour 18 organisations d'opérateurs économiques et du secteur privé, avant toute réforme, le choix de leurs délégués reste primordial. Nous demandons, compte tenu que les dates des élections sont proches et on doit élire des nouveaux délégués, il est préférable de laisser aux nouveaux délégués qui arrivent d'avoir leur mot à dire au lieu que les personnes qui ont fini leur mandat fassent des réformes pour eux. De coutume que les élections se passent chaque 5 ans et que nous avons eu 2 prolongations de mandat, 2 ans, que nous souhaitons qu'on puisse organiser les élections à date échue, avant la fin de l'année. Ces opérateurs économiques qui étaient en assemblée générale ce samedi sont très remontés contre le patronat qui théorise l'idée d'une chambre nationale unique. Les institutions publiques, les institutions consulaires, les élus consulaires sont les représentants du secteur privé, mais pas les associations patronales. Serigne Mboup et compagnie, toutefois, restent optimistes quant aux réformes engagées par l'État. Le président de la République, en voulant moderniser les chambres, veut qu'on fasse des réformes. Nous l'appuyons et nous l'accompagnons pour ces réformes. Exprimer notre position, c'est-à-dire l'éclatement des chambres de commerce, chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, et non pas des chambres de commerce telles que conçues, en chambres de commerce, d'industrie de services et des chambres d'agriculture, pour libérer un peu les agriculteurs. Il faut rappeler que les élections consulaires ont été 2 fois de suite reportées. Les opérateurs économiques tiennent à ce que ces élections aient lieu cette année, c'est-à-dire en 2016. Suite à la sortie de l'avocat de la coalition dirigée par le président sortant de la Chambre de commerce de Saint-Louis, le camp de l'opérateur économique Hassan Seck donne la réplique. D'après le candidat déclaré, l'arrêté du ministre ne fait que renouveler le décret du président pour la tenue des élections. Je vous propose d'écouter Hassan Seck. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Saint-Louis. Il s'agit d'Ousseynou Diop. L'ensemble des présidents des chambres de commerce qui sont là actuellement, leur mandat est terminé depuis 2014. Il faudrait que ça soit très clair. Leur mandat
est terminée depuis 2014. Et les élections devaient se faire en 2014. Le ministère en charge a organisé ces élections en 2014. Et il s'est posé un seul problème. Il y avait eu à son temps, sur le décret de 2014, quelques coquilles dont certains cultivateurs ou agriculteurs n'ont pas laissé. Parce qu'on leur demandait de payer la patente et ce qui n'était pas dans le Code général des impôts. Et en deuxième, comme la deuxième prolongation ne peut se faire que par décret, le président de la République a pris un décret pour les prolonger jusqu'en décembre 2016. Mais qu'est-ce qu'un arrêté du ministre qui ne fait que renouveler les élections peut en toute bonne foi poser problème? Non, ce n'est pas possible. Tous ces présidents de chambres de commerce ont terminé leur mandat légitime en 2014. Et là, ils ne sont là que suite à une décision administrative. Il faudrait que les choses soient très claires. Et puis à Ziguinchor, après 2 reports de l'élection de renouvellement du bureau de la Chambre de commerce, les opérateurs économiques perdent patience et refusent un 3e report du scrutin. Ils ont tenu un point de presse au cours duquel ils ont sollicité l'intervention du chef de l'État, Boubacar Diassi. Les opérateurs économiques de la région de Ziguinchor sont en colère. Ils dénoncent les multiples renvois du scrutin devant leur permettre d'élire le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. En point de presse, ces opérateurs économiques disent qu'ils ne veulent plus d'un nouveau report des élections. Les opérateurs économiques de la région de Ziguinchor ne veulent pas un report des élections. Les élections ont été poussées une première, une deuxième. On ne peut pas repousser encore ces élections pour une 3e fois. On nous parle de délégation spéciale ou autre, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, ce que nous voulons en tant qu'opérateur économique, c'est que les élections se tiennent au mois de décembre, le 27, comme prévu. Toutes les conditions sont réunies pour la tenue des élections. Allons aux élections et le vainqueur dirigera tout le monde. Ils ont même interpellé directement le chef de l'État pour le respect du calendrier électoral. Nous, ce qui nous intéresse dans ça, c'est le président de la République. On a demandé au président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, de veiller véritablement au respect du calendrier électoral. Ces opérateurs économiques de la région de Ziguinchor déclarent avoir ainsi posé un premier acte pour se faire entendre. Ils promettent d'en poser d'autres, rien que pour faire respecter le calendrier électoral. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de nombreux étudiants saluent le verdict de la chambre criminelle qui condamne le policier Sidi Mohamed Bougaleb à 20 ans de travaux forcés. Pour ces étudiants, c'est la fin d'un long feuilleton qui dure depuis près de 2 ans. Le jeudi 14 août 2014, un étudiant du nom de Bassirou Faye est tué par balle au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre, Dissa Prera et Ababakar Kamara. 20 ans de prison assortis de travaux forcés, c'est le verdict du procès du meurtrier de l'étudiant Bassirou Faye. Une décision de justice satisfaisante est saluée par les étudiants de l'UCAD. On apprécie parce que c'est un combat mené par tous les étudiants. Aujourd'hui, on a vu donc le meurtrier. On est content, on se réjouit de la justice, on est content de la décision rendue. Parce que vous n'êtes pas sans constater que depuis le 14 août dernier, des étudiants sont partout à travers des combats, à travers des champs d'opération pour exiger que justice soit faite sur l'affaire Bassirou Faye. Le policier Sidi Mohamed Bougaleb, jugé et emprisonné, est le premier policier sur qui la justice met la main après la mort d'un étudiant. Des étudiants qui, malgré la satisfaction, regrettent la longueur de la procédure, mais aussi certains d'entre eux souhaiteraient que les commanditaires soient débusqués et arrêtés. Ce n'est pas Bassirou Faye qui est le premier étudiant à avoir tombé dans des champs de bataille. Il y avait Balaga, il y avait autres. Mais justice n'a jamais été faite sur ces genres de dossiers. Critiquons un peu le déroulement de la procédure parce que vraiment, elle a été latente. On a attendu, en fin de compte, une décision a été prise par nos juridictions. Nous sommes dans un état de droit et parce qu'on doit aussi aller jusqu'à arrêter le supérieur hiérarchique. Parce qu'avant de tirer, le policier ne gagne rien. Pour rappel, Bassirou Faye, étudiant, a été abattu le 14 août 2014 lors d'échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre. Cela suite aux manifestations des étudiants pour réclamer leur bourse.
Voilà, et puis sachez que Maître Moussa Bokartiam, l'avocat de Sidi Mohamed Bougaleb, qui vient d'être condamné à 20 ans de travaux forcés, tiendra une conférence de presse mardi matin. Pour une meilleure collaboration entre le monde de la justice et de l'information, les magistrats bénéficient d'une formation sur le fonctionnement des médias. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de travaux du panel Justice et Médias, qui s'est déroulé il y a un mois à Sali, un atelier s'est tenu ce samedi matin. Retour sur celui-ci avec Aïssa Toupaï et Moudou Diop. Même objectif, la recherche de la vraie information, différentes démarches d'une part et d'autre pour y arriver, entre journalistes et juges. Il existe des différences fondamentales. Comment faire alors pour lever tout malentendu entre les deux corps de métier? Cet atelier qui consiste principalement à expliquer aux juges la façon, la logique de fonctionnement des rédactions devrait permettre aux juges d'avoir une autre écoute, un autre entendement de la manière dont travaillent les journalistes. Mais c'est également un échange et les journalistes, je pense, devraient être moins défiants vis-à-vis des juges. Voilà. Recommandation qui, sans aucun doute, va permettre aux juges de porter un autre regard sur les journalistes, même si, comme le souligne Mamadou Yaham Keita, les similitudes et les différences sont nombreuses. Le temps du juge n'est pas le temps des médias. Le juge, quand il se saisit d'une information, il a cette obligation de la vérifier, donc de faire une enquête. Aujourd'hui, je me permets de dire que je pense que le tribunal portera un autre regard sur le travail du journaliste et sera beaucoup plus indulgent. Une rencontre qui tombe à pic alors. Aujourd'hui, c'est vraiment suite au panel qui a été fait, de permettre aux juges de comment fonctionne la presse, quels sont ses mécanismes de fonctionnement. De cette façon, elle est plus outillée pour accompagner le travail que la presse doit faire dans le secteur de la justice. Tout ceci procède à la nécessaire modernisation de notre système de justice. À l'issue de cet atelier, une feuille de route va être mise en place pour une modernisation de la justice sénégalaise et pour une plus large collaboration entre justice et médias. Les élections législatives de 2017, premier test pour Karim Wade d'après deux analystes politiques, Mamadou Thior et Mamadou Sy Albert. Le fils d'Abdoulaye Wade va devoir fédérer son parti, séduire les autres membres de l'opposition et le peuple sénégalais. Pour faire son grand retour dans l'arène politique, quelle stratégie Karim Wade doit-il adopter? Quels obstacles peut-il avoir à surmonter? Réponse dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Moudou Diop. Analyse sur l'avenir du Parti démocratique sénégalais après la libération de Karim Wade. Ces analystes politiques donnent leur avis. Tout va se jouer lors des législatives de 2017. D'abord, avant de penser à la présidentielle pour laquelle Karim Wade est le candidat, il y a d'abord l'équation des législatives qu'il faudra résoudre. Et on sait que dans la confection des listes pour les législatives, même quand le PDS était au pouvoir, il y avait beaucoup de problèmes, comme d'ailleurs dans beaucoup de partis. Il va vers les législatives, c'est dans un an. Si le PDS rentre dans le gouvernement, est-ce que Karim oserait rentrer dans un gouvernement de Macky Sall? Ce serait tout de suite son suicide politique. Un gros travail attend Wade fils, candidat du Parti démocratique sénégalais, principal parti de l'opposition. Est-ce qu'il a le charisme? Est-ce qu'il a la confiance de tous ces gens qui sont restés derrière le PDS pendant ces 4 ans? Le deuxième challenge également, c'est que est-ce qu'il peut unifier l'opposition sénégalaise? C'est ça la force d'Abdoulaye Wade. Et enfin, la grosse question, c'est lui et les Sénégalais. Karim Wade doit pouvoir s'affirmer et prendre son destin en main, chose qui ne sera pas facile. Sa libération cache-t-elle des secrets? On sent que c'est Wade qui a négocié de l'extérieur, ce n'est pas Karim qui a négocié. Autant une révolte systématique contre Macky Sall peut le nuire, mais autant une désobéissance intégrale vis-à-vis de son père aussi peut le nuire. Je pense que le parti a assez duré quand même pour l'échiquier politique pour pouvoir s'adapter. Mais ça aussi, il faudra que les cadres qui sont restés fidèles au parti puissent faire entendre raison au pape du Sopia. Moi, je pense que Karim n'a aucun mérite à toujours se cacher derrière son père pour émerger. Je pense que c'est l'occasion maintenant qu'il montre qu'il
peut être digne de la confiance des membres. Vadfils élargie par grâce présidentielle, sa candidature lors de la prochaine présidentielle menacée, elle risque de créer un gros débat juridique vu qu'il garde toujours ses droits civiques et civils prévus par l'article 34 du Code pénal. Et puis au sein du Parti socialiste, la guerre continue. Après la sortie musclée de Khalifa Sall, Abdoulaye Wilane monte au créneau. D'après le porte-parole du PS, la plainte suite au saccage du siège ne vise personne en particulier. Les partisans de Khalifa Sall se victimisent. Abdoulaye Wilane a tenu à souligner qu'une plainte contre X n'est pas une plainte orientée. L'essentiel, selon lui, c'est de situer les responsabilités. Idrissa Prera et Ababakar Kamara. Khalifa Sall et compagnie font de la victimisation, selon le porte-parole du Parti socialiste. Abdoulaye Wilane dément toute allégation faisant état d'une traque contre les pro-maires de Dakar. La démarche du PS dans cette affaire a pour seul objectif l'éclatement de la vérité. Maintenant que des militants de son département sont auditionnés, il se croit devoir donner des gages ou manifester des solidarités verbales à X, Y, Z de son camp, puisqu'il dit que c'est son camp. Mais c'est son droit. S'il a envie de défier le procureur ou les enquêteurs, il connaît bien la voie à suivre. Au Parti socialiste, il n'y a pas de traque contre des militants. Au Parti socialiste, il n'y a pas de pro et anti qui s'affrontent. Ce qu'il y a eu, c'est une horde d'assassins, de criminels, de bandits, de lâches qui sont venus s'attaquer à des militants responsables du parti qui étaient paisiblement réunis, démocratiquement en train de délibérer sur une question qui était une question éminemment politique. De l'avis d'Abdoulaye Wilane, les différents politiques au PS se règlent dans les instances du parti, mais ce qui s'est passé lors du bureau politique n'est rien d'autre que du banditisme, estime le porte-parole. Les questions politiques s'évoquent dans les instances politiques. Et en ce moment-là, il s'agit de convaincre et non de contraindre. Ceux qui ont voulu contraindre des d'honnêtes citoyens qui étaient en instance pour délibérer sur une question politique, un débat politique, pour régler des problèmes politiques, ces gens-là ne sont pas là pour poser des problèmes politiques, ils ne sont pas à l'origine de problèmes politiques, ils ont des problèmes avec la loi. Et quiconque viole la loi on doit lui appliquer la loi. En Wolof, je dirais, ku def lo warul def, ñi def la liñ la wara def. Abdoulaye Wilane de préciser, la démarche du Parti socialiste dans cette affaire n'a rien d'un règlement de compte, une démarche guidée par la recherche de la vérité et de situer les responsabilités. Je vous l'annonçais en titre, célébration ce samedi de la Journée internationale des gens de mer. Ce 25 juin, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a profité de l'occasion pour inviter la jeunesse à se tourner vers les métiers de la mer. Autre point abordé, la protection sociale des travailleurs du secteur. Compte rendu avec Chertidiane Dione et Ababakar Kamara. Marins artisanaux, marins industriels et armateurs célèbrent la journée en mer, l'amélioration des conditions de vie et de travail parmi les chantiers les plus grands. Ce secteur des affaires maritimes joue un rôle important parce que nous avons beaucoup d'employés. Déjà le secteur de la pêche, globalement, tous ceux qui travaillent autour de la pêche font plus de 600 000 personnes. Et nous avons recensé aussi également plus de 50 000 marins au Sénégal. Autre chose qui préoccupe le ministère de la Pêche, c'est la sécurité en mer. Les gilets, 20 000 gilets, avec une subvention. Le gilet qui coûtait 5 000 coûte maintenant 2 500 francs CFA. La subvention du carburant, l'État supporte plus de 6 milliards par an pour subventionner cela également. Donc pour dire que le gouvernement du président Macky Sall investit beaucoup pour l'amélioration des conditions de travail pour les gens de mer. L'économie maritime ouvre de belles perspectives pour les jeunes. La découverte de pétrole et de gaz, de nouvelles vocations vont naître, de nouveaux métiers vont naître. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler aux jeunes de s'intéresser à ces nouveaux métiers liés à la découverte du pétrole et de gaz. Également dire à nos écoles de formation de s'adapter également au niveau de la formation. Les ministères du Travail et de la Pêche ainsi que des organisations professionnelles décident d'œuvrer pour une protection sociale réussie.
Et en cette journée mondiale des gens de mer, le ministre de la Pêche est également revenu sur le non-renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, des accords qui ont expiré le 29 février dernier. Le ministre Oumar Gueye que je vous propose d'écouter. Nous regrettons ce climat tendu qui prévaut à la frontière avec la Mauritanie. Vous savez qu'entre le Sénégal et la Mauritanie, nous sommes liés par des accords de pêche qui étaient régulièrement renouvelés. Et le gouvernement a supporté pour les pêcheurs saint-louisiens le différentiel qui devait être ajouté sur la redevance. 2016, il n'y a plus d'accord de pêche. Nous sommes en train de négocier. Nous ne sommes pas encore d'accord sur les termes des négociations pour signer. Mais en attendant, ce que nous demandons aux pêcheurs guetnariens, c'est de ne pas pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Zoom à présent sur la pêche dans la région de Sédiou à Bona, plus précisément. Sur place, grâce à un projet aquacole, les éleveurs se sont fixés comme objectif de positionner la région à la première place dans la production de poissons au Sénégal. Plus de détails avec nos correspondants dans la zone, Bakary Conté et Salah Samb. Le projet d'aquaculture est devenu une réalité à Bona. Après 6 mois d'expérience, Bona livre ses premiers poissons. Nous saluons aujourd'hui l'effort de la commune, des autorités locales et surtout l'agence régionale de l'aquaculture qui a bien voulu vraiment nous accompagner dans notre idée, celle de pouvoir mettre l'emplacement dans les démarches. Aujourd'hui, vous avez vu les résultats, comme l'a dit le régional. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour nous parce que depuis plus de 20 ans, on n'a jamais eu un poisson pareil. Ces dernières années, le poisson est devenu rare à cause de l'avancée du sel et l'utilisation des filets non réglementaires par les pêcheurs de Sédhiou. Aujourd'hui, vu les difficultés que nous avons eues à traverser ici, à travers la raréfaction des produits halieutiques au niveau du fleuve, dû à une salinisation très poussée et à une diminution notoire des précipitations, aujourd'hui, la question, l'équation est en train d'être remise en cause parce qu'avec cette ferme aquacole, donc nous participons vraiment à satisfaire la population en demande en poisson. Le sous-préfet de Bona salue l'initiative et souhaite l'implantation du projet dans les autres localités. Nous disons tout simplement aux responsables de l'ANA de multiplier ces exemples, que l'exemple de Bona soit multiplié dans l'arrondissement, dans la région, dans le département, pour faire de Sédhiou une région aquacole. Donc nous leur demandons de multiplier ces exemples. Et je vois qu'aujourd'hui, toutes les femmes de l'arrondissement de Bona sont très fières, sont très satisfaites et elles verront leur panier amélioré. L'Agence nationale de l'aquaculture promet d'étendre ce projet dans toutes les collectivités locales de la région d'Ipakaou-Balantekunda. Et à l'occasion de la journée mondiale des gens de mer, la rédaction s'est rendue au laboratoire de biologie et d'écologie en Afrique de l'Ouest. Unique dans cette partie du continent africain, il encadre et forme de nombreux étudiants issus de la sous-région, mais également d'Europe. Seul bémol, le manque de moyens, c'est ce que nous expliquent Pafaraning et Modou Diop. Au premier étage du bâtiment de l'Institut fondamental d'Afrique noire se trouve le laboratoire de biologie et d'écologie des poissons en Afrique de l'Ouest pour des recherches sur cette espèce. Il procède à l'ouverture du poisson, donc pour le sexer, pour dire que si c'est un poisson mâle ou femelle, également dire le stade sexuel. Une opération minutieuse pour déterminer l'âge et la croissance du poisson. L'otolithe, comme une boîte noire, permet de recueillir toutes les données. L'otolithe, en fait, c'est une concrétion calcaire que vous retrouvez dans l'oreille interne des poissons. Et donc, nous, on l'appelle ici la boîte noire du poisson, tout simplement parce que ça contient toutes les informations, en fait, pouvant retracer l'histoire environnementale du poisson. Mais également, ça permet d'avoir des informations, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, sur l'âge du poisson, soit en année ou bien en jour. Ces données vont permettre aux autorités de déterminer la période de reproduction des poissons. Permettre aux décideurs de prendre les mesures qu'il faut pour sa gestion et de prendre également les maillages qu'il faut pour élaborer un code de la pêche qui répond aux normes scientifiques.
Ce laboratoire a aussi une vocation de formation et d'encadrement des étudiants. Que nous avons eu à encadrer autour de cette thèse. Nous accueillons des étudiants de la sous-région, mais aussi des étudiants du Nord. Moi, j'ai eu à encadrer des étudiants guinéens qui faisaient leur thèse en France, qui sont venus ici au LABEP. On a eu des étudiants allemands aussi qui sont venus au LABEP. Le laboratoire de biologie et d'écologie des poissons en Afrique de l'Ouest, créé en juin 2009, à part le fruit d'un partenariat, souffre d'un manque d'équipement pour continuer sa mission. Nous parlons de toute autre chose à présent. À la Médina, l'information selon laquelle l'école primaire Serine Amadou Alimbaye et le CEM Ousmane Diop seront bientôt détruits, démentis par le maire Bamba Fall. Selon la rumeur, une station d'épuration sera construite en lieu et place des deux établissements scolaires. Le maire de la Médina a tenu à rassurer les populations, également regroupées au sein d'un comité bien décidé à protéger les deux écoles. On fait le point avec Mambira Diouf et Mardien. L'école primaire El Hadj Alimbaye et le CEM Ousmane Diop, à quelques mètres du village artisanal de Soumbédioune, seraient menacés de disparition. C'est ce que nous dit cet enseignant. Ce qui est le plus inquiétant dans tout cela, c'est quand récemment un ingénieur est venu ici et semble-t-il venait mesurer, un peu faire des études sur l'impact environnemental de ce projet-là. Alors, selon ses dires, le projet est imminent, que l'école va être détruite au profit d'une station d'épuration des eaux usées, comme le CM Ousmane Diop Koumba-Paté, puisque nous sommes voisins. Et on parle même qu'une partie du village artisanal est concernée par ce projet. Le maire, semble-t-il, il a une fois même eu à prononcer que l'école va sauter. Le qui court et qui a atterri à l'oreille du maire fera dire à Bamba Fall tout son étonnement. L'autorisation de construire sera signée par le maire. Et je pense qu'aucunement, je n'ai reçu aucun dossier, aucune lettre me parle là dans ce sens. C'est pourquoi je considère que ces choses-là sont des rumeurs. Le maire, qui affirme avoir déjà rencontré les parents d'élèves, leur a donné des assurances. Tout ce qui est intérêt de l'État, j'en serai pas contre. Si cela y va du développement du Sénégal. Mais par contre, je n'accepterai pas de sacrifier ma population. N'est-ce pas? Donc, on doit discuter en contrepartie qu'ils me disent quelles sont les mesures d'accompagnement prévues pour nos élèves. Parce que je n'accepterai pas que mes élèves se retrouvent à la rue. Cette dame, comme d'autres, veille sur l'éducation de ses enfants. La proximité aidant, elle ne peut que s'en réjouir, d'où son opposition à toute érection d'une station d'épuration. Amna samay doom yi jàngee foofu école primaire bi ndax man mi seen yaay sax fa laa jàngee sama yaay tam fa la jàngee te école primaire bi moom dëgg-dëgg ay cadre génn nañ fa kon nag ñun suñu sago du nga ko toxal da nga koy bàyyi foofu defaraat ay classes yi defaraat lépp daal xale yi continuer foofu di fa jàngee ndax école bu baax la tamit. Je pense que tout était ficelé pour que le projet se fasse là-bas à côté de Terroubi, puisqu'il y a un site qui a été déjà identifié il y a plus de 15 ans. L'école Alimbaye, CEM Ousmane Diop, deux établissements au lieu de savoir où des générations se sont succédées. Leur maintien sur cet espace est la chose la mieux partagée au sein du comité de veille. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a annoncé l'accélération du processus de lutte contre la mendicité. À Guédiawaye, le comité départemental pour la protection de l'enfant dit attendre l'application immédiate de cette mesure. Écoutons à ce propos le coordonnateur du comité en question, Fodé Sow. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons toujours travaillé à faire de sorte que les enfants soient protégés. Si aujourd'hui le président de la République, lors d'un conseil des ministres, s'engage personnellement à demander à ce que des efforts soient faits pour accélérer le processus de lutte contre l'exploitation des enfants contre la mendicité, au nom de la PPDH, au nom de toute la société civile et de tous les acteurs qui interagissent autour de la problématique, je ne peux qu'applaudir des deux mains en disant merci Monsieur le Président, mais continuez à nous apporter les mesures d'accompagnement qui vont permettre de faire de sorte que la loi puisse être appliquée. Ces mesures d'accompagnement, c'est d'abord la situation de prise en charge des enfants. Prise en charge des enfants parce qu'on va les trouver dans des situations de maltraitance et qu'il va falloir les recueillir dans des centres d'accueil
où il faudra travailler à leur réhabilitation pour ensuite aller vers leur réinsertion et le retour vers des villages d'origine et leurs familles d'origine. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut accompagner les daras dont les enfants sont ici pour faire de sorte que ces daras soient des espaces éducatifs sécurs, mais aussi avec un environnement qui convient à l'épanouissement des enfants. Troisième chose à faire de sorte que aussi les Serigne Dara et les Dara et toute la communauté éducative autour du Dara soient informés, sensibilisés, mais aussi renforcés dans ses capacités pour pouvoir porter ce projet. En ce mois de Ramadan, la structure Cœur Haram Diapalé offre le ndogu aux détenus du camp pénal et de la maison d'arrêt des femmes de Liberté 6. Une action sociale qui va se poursuivre puisque d'autres prisons sénégalaises sont également ciblées. Chertidiane Alioune Diagne et Yaya Diallo pour plus de détails. L'administrateur général de Cœur Haram Diapalé au cœur de l'univers carcéral du camp pénal et de la maison d'arrêt des femmes de Liberté 6. Dans ses cours, l'ambiance est inhabituelle. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Cette année encore, Libas Dia réitère son soutien aux détenus. La solidarité soit pas un vain mot dans ce pays. Parce que nos parents, nos frères, nos sœurs, nos mères qui sont emprisonnés ont besoin de soutien, que ce soit moral ou financier. Tout ce que nous demandons, c'est de venir en aide à des parents, à des frères qui sont de la société, mais qui sont au banc de la société. Donc nous voulons que tous les Sénégalais, avec un élan de solidarité, puissent participer avec le peu de moyens qu'ils ont pour que nous puissions réaliser une chose énorme. Cœur Haram Diapalé et ses collaborateurs ne veulent pas se prononcer sur la somme dépensée. Pour Oumar Sène, l'acte relève de la morale des intéressés. Le budget, on ne peut pas vous les affirmer, parce que comme vous savez, c'est un élan de solidarité. Nous, ce que nous faisons, je vous assure que c'est un truc qu'il y a quelque temps, on était en train d'amasser. Lui, dans tout produit qu'il vend, il dégage un taux de pourcentage qu'il met en réserve pour venir en aide à nos parents qui sont en prison. Ça, c'est un legs. Depuis qu'il a monté l'entreprise, il le fait. Depuis 6 ans, la structure Cœur Haram Diapalé offre un coupion de goût aux détenus du camp pénal et de la maison d'arrêt des femmes de Liberté 6. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Yal na nu wér, yal na nu mucc, yal na nu am, yal na nu gudd fan. L'actualité internationale marquée par cet attentat à Mogadiscio en Somalie. 15 personnes ont trouvé la mort lors de l'attaque d'un hôtel. Une attaque revendiquée par les Shebab, un groupe islamiste affilié à Al-Qaïda. L'attaque, qui a commencé par l'explosion d'une voiture piégée, intervient un peu plus de 3 semaines après celle de l'hôtel Ambassador le 1er juin. Ces derniers mois, les Shebab ont mené plusieurs opérations contre des hôtels de la capitale somalienne. Parmi les victimes de l'attaque de ce samedi 25 juin, des gardes de l'hôtel Naza à Bloud, des civils et des assaillants. Tout de suite, la page des sports. Ça y est, l'affiche est connue. La finale de la Coupe de la Ligue va opposer le Dakar Sacré-Cœur au Djambar. Les deux équipes ont respectivement battu en demi-finale Yego 1-0 et Ngor 2-0. Vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Le Brexit pourrait avoir d'importantes répercussions sur le sport anglais. Selon une étude de la BBC, plus d'une centaine de joueurs européens qui évoluent en Première Ligue ne seraient pas assurés de garder leur place dans leur club. Parmi ces joueurs, des Africains, dont beaucoup de Sénégalais. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le journaliste sportif Salif Diallo. Il travaille à l'agence de presse sénégalaise. Aujourd'hui, on te dit que si aujourd'hui le règlement est appliqué, un jour, parce que le Sénégal, il faudrait voir le classement mondial du Sénégal, le classement FIFA du Sénégal. On est 41e, je pense, ou 43e. Donc, il faudrait que le joueur qui va là-bas puisse être depuis 2 ans en sélection nationale. Par exemple, je prends l'exemple d'un joueur comme Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui, si les textes sont appliqués, il ne peut pas jouer. Pourtant, Chelsea le veut. Manchester United le veut, mais il ne peut pas jouer dans ces sélections-là. Aujourd'hui, N'Golo Kanté qui est à Leicester, il va retourner en France. Il ne peut pas rester à Leicester. Autre conséquence, par exemple,
Je prends 2 structures, 2 académies de formation, Génération Foot et Djambar. Djambar, on sait que ces dernières années-là, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est le transfert de Idrissa Gana Gueye à Aston Villa et de Pape Ndiaye Souaré à Crystal Palace. Je prends Génération Foot. Sadio Mané, ils ont eu de l'argent impacté, même par rapport à la Coupe du Monde. On va jouer contre le Cap-Vert. On sait que Cap-Vert, ils ont une grosse diaspora au Portugal. Beaucoup de joueurs portugais sont d'origine capverdienne. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de chance de jouer dans l'équipe de Portugal, ils peuvent se dire qu'on va investir sur la sélection capverdienne qui peut non seulement se qualifier à la Coupe du Monde, mais aussi qui, dans 2 ans, si j'ai assez de sélections, je peux aller en Angleterre. La Fédération sénégalaise de basketball engage les sélections U16 et U18 dans les compétitions africaines. Pourtant, la fraude sur l'âge de certains joueurs avait valu au Sénégal des sanctions de la FIBA, de quoi susciter l'inquiétude chez certains observateurs. Selon eux, le Sénégal n'est pas encore prêt pour s'engager dans ces compétitions. Plus d'explications avec Chertidiane Diao et Younous Diatta. Les sélections U16 et U18 du Sénégal engagées dans les compétitions africaines après les sanctions dues à la fraude sur l'âge. La direction technique nationale soutient que c'est un impératif pour des lendemains meilleurs pour le basket. Si nous voulons renouveler perpétuellement notre effectif au niveau de nos équipes nationales, il faudrait qu'on passe par cette étape. Le plus important, c'est de leur donner très rapidement la nationalité de basket sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, surtout au niveau qui s'expatrient. On a des jeunes binationaux. Si ces jeunes-là ne jouent pas à temps dans nos équipes nationales, plus tard, il va être très difficile de pouvoir les récupérer. Nous risquons de perdre ces jeunes-là qui vont jouer pour l'Espagne, comme le cas de Kindour, et pour la France, comme le cas, ce qui nous est arrivé avec Lamine Sam, qui était venu avec nous, qui a déjà joué au niveau des jeunes, qui a joué avec l'équipe de France. Après la polémique née de la fraude sur l'âge qui avait coûté au Sénégal des sanctions, certains observateurs jugent ce retour prématuré. J'ai tiqué quand j'ai vu que la direction technique nationale du basket a engagé quand même ces catégories U18, parce que j'ai peur de revoir ce qu'on avait vu avec l'histoire de la fraude sur l'âge. Comme vous le savez, il est très difficile au Sénégal de contrôler l'âge des joueurs. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est vrai que le comité de normalisation avait commencé un travail, mais je pense qu'il est encore tôt d'engager ces jeunes-là. Au niveau des autorités en charge du basket, on assure que le nécessaire se fera. Nous allons faire le nécessaire, ce qu'il faudrait pour que nos joueurs soient éligibles. Il y a au niveau de la FIBA une commission d'éligibilité des joueurs, et nous, ce que nous ferons, à chaque fois que nous avons des dossiers, qu'on leur envoie ça, et que c'est eux, ils vont vérifier l'authenticité des documents et vont nous dire que ce joueur est éligible, oui ou non. La fraude sur l'âge, un phénomène qui plombe le développement du sport dans nos pays. Il urge de régler le problème de manière définitive. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de nous être toujours si fidèles. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et vous donne rendez-vous demain à 20h sur la télévision Futur Média. Bonne soirée.